Le soleil déclinait lentement sur Saint-Étienne-du-Lac, peignant le ciel de teintes orangées qui se reflétaient sur les eaux tranquilles. Marcel Dubois, pêcheur depuis 40 ans, préparait son bateau pour la dernière sortie de la journée. Ses mains calleuses, marquées par des décennies de labeur, manipulaient les filets avec une dextérité que seule l'expérience pouvait conférer. À ses côtés, son fils Thomas, jeune homme de 28 ans au regard vif et curieux, vérifiait le moteur. « Papa, tu crois qu'on aura une bonne prise ce soir ?» demanda Thomas en essuyant une tache d'huile sur sa joue. Marcel leva les yeux vers l'horizon, scrutant le lac comme s'il pouvait lire ses secrets. « Le lac est étrange aujourd'hui. Je le sens dans mes os. » Louis Mercier, ami de longue date de Marcel et parrain de Thomas, arriva sur le quai, portant une glacière. Homme robuste à la barbe grisonnante, il avait le rire facile mais les yeux toujours vigilants. « Vous n'allez pas croire ce que ma femme raconte, lança-t-il en montant à bord. Elle dit que Madame Fournier a entendu des pleurs venant du lac hier soir. » « Des pleurs ?» Thomas haussa un sourcil sceptique. « Des superstitions, grommela Marcel, mais son regard trahissait une inquiétude qu'il ne pouvait dissimuler. Le bateau s'éloigna du rivage, fendant doucement les eaux paisibles. Le village s'estompait dans la brume du soir, ses lumières scintillant comme des étoiles terrestres. Le silence enveloppait les trois hommes, seulement perturbés par le ronronnement du moteur et le clapotis de l'eau contre la coque. Ils atteignirent leur lieu de pêche habituel, au centre du lac, là où les eaux étaient les plus profondes. Marcel coupa le moteur, et le silence devint presque palpable. Ils commencèrent à déployer leurs filets, leurs gestes synchronisés par des années de pratique commune. C'est alors qu'ils l'entendirent. Un son ténu, presque imperceptible, qui montait des profondeurs. Un gémissement qui n'avait rien d'humain, mais qui portait en lui une douleur si profonde qu'elle semblait transcender les espèces. « Vous entendez ça ?» murmura Thomas, figé dans son mouvement. Louis hocha lentement la tête, son visage soudain pâle dans la lumière déclinante. « On dirait, des pleurs. » Marcel sentit un frisson parcourir son échine. Ce son, il l'avait déjà entendu, il y a très longtemps, quand il n'était qu'un enfant. Un souvenir enfoui remontait à la surface de sa mémoire, comme un noyé cherchant désespérément une bouffée d'air. Les pleurs s'intensifièrent, devenant une mélodie hypnotique qui semblait les appeler vers le centre du lac. Thomas, comme en transe, se pencha dangereusement par-dessus bord. « Thomas !» cria Marcel en attrapant son fils par le col de sa veste. « Ne regarde pas l'eau. » Mais c'était trop tard. Dans les profondeurs sombres, Thomas avait aperçu quelque chose. Une forme pâle, ondulante, qui n'était ni humaine ni animale. Et des yeux, d'un bleu si intense qu'ils semblaient briller dans l'obscurité des eaux. « Il y a quelque chose là-dessous, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Quelque chose qui nous appelle. » Marcel échangea un regard avec Louis. Dans les yeux de son vieil ami, il vit la même terreur qui devait se refléter dans les siens. « Rentrons, » décida-t-il abruptement. « Maintenant. » Alors qu'ils remontaient précipitamment leur filet, les pleurs se transformèrent en un hurlement déchirant qui sembla ébranler l'air lui-même. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le son cessa, laissant place à un silence plus terrifiant encore. Sur le chemin du retour, aucun des trois hommes ne parla. Mais Marcel savait, au plus profond de lui-même, que ce qu'il venait d'entendre n'était que le début. Le lac avait gardé ses secrets pendant des générations. Maintenant, quelque chose s'était réveillé dans ses profondeurs, quelque chose qui ne se contenterait plus de rester caché. La pluie battait contre les vitraux de Notre-Dame, créant une symphonie mélancolique qui résonnait dans la cathédrale déserte. Élise Moreau, perchée sur un échafaudage à 15 mètres du sol, examinait minutieusement la gargouille qu'elle était chargée de restaurer. Ses doigts fins, protégés par des gants en latex, suivaient les contours de la pierre, cherchant les moindres fissures que le récent orage aurait pu causer. À 35 ans, Élise était l'une des meilleures restauratrices d'art de France, spécialisée dans les sculptures gothiques. Son visage aux traits délicats, encadré par une chevelure au burn coupé court, reflétait une concentration intense tandis qu'elle travaillait. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ?» La voix de son assistant, Rémi, la fit sursauter. « Regarde ça » murmura-t-elle en pointant une marque sur le cou de la gargouille. Cette entaille n'était pas là hier. Rémi se pencha pour mieux voir. « Tu es sûr ? Ça ressemble à une marque d'usure normale. J'ai photographié chaque centimètre de cette sculpture. Cette marque est nouvelle. » Élise sortit son appareil photo pour documenter l'anomalie. « Et ce n'est pas la première fois cette semaine que je remarque des changements. » Un éclair illumina soudain le ciel parisien,
baignant brièvement la cathédrale d'une lumière blafarde. Dans ce bref instant, Élise aurait juré voir la gargouille cligner des yeux. « Tu as vu ça » s'exclama-t-elle en reculant brusquement. « Vu quoi » Rémi la regardait avec inquiétude. « Élise, tu travailles trop. Ces vieilles pierres commencent à te jouer des tours. » Peut-être avait-il raison. Depuis qu'elle avait accepté ce projet de restauration, Élise faisait d'étranges rêves peuplés de créatures de pierre qui s'animaient la nuit. Des rêves si vivides qu'elle se réveillait parfois en sueur, persuadée d'avoir entendu des battements d'ailes à sa fenêtre. À des centaines de kilomètres de là, Claire Valois descendait du bus qui l'avait amenée à Saint-Étienne-du-Lac. Jeune ethnologue de 26 ans, elle était venue étudier les légendes locales pour sa thèse de doctorat. Ses longs cheveux noirs noués en queue de cheval, elle ajusta son sac à dos et contempla le village pittoresque qui s'étendait devant elle. Le lac scintillait au loin, mystérieux et attirant. Claire ressentit une étrange sensation, comme si le lac l'appelait. Secouant la tête pour chasser cette pensée irrationnelle, elle se dirigea vers l'auberge où elle avait réservé une chambre. « Vous êtes la chercheuse de Paris » demanda la propriétaire, une femme robuste aux joues rouges, en lui tendant une clé. « Celle qui s'intéresse aux vieilles histoires ?»« Oui, c'est moi » sourit Claire. « Je m'intéresse particulièrement aux légendes liées au lac. » Le visage de la femme s'assombrit. « Certaines histoires feraient mieux de rester enterrées, mademoiselle. Surtout ces jours-ci. » Que voulez-vous dire ? Les pêcheurs ont entendu des choses. Des choses qui n'auguraient rien de bon. La femme se signa rapidement. Si j'étais vous, je ne m'approcherais pas trop du lac après la tombée de la nuit. Intriguée plutôt qu'effrayée, Claire déposa ses affaires dans sa chambre puis décida d'explorer le village. Ses pas la menèrent inévitablement vers le lac. Alors qu'elle s'approchait de la rive, elle aperçut un homme qui rangeait du matériel de pêche dans une cabane. « Bonjour » interpella-t-elle. « Je suis Claire Valois, je fais des recherches sur les légendes locales. Pourriez-vous m'accorder un moment ?» L'homme se retourna. C'était Thomas Dubois, et son regard s'illumina en voyant la jeune femme. « Thomas Dubois » se présenta-t-il en lui serrant la main. « Vous tombez bien, ou mal, selon comment on voit les choses. Les légendes semblent prendre vie ces temps-ci. » Il lui raconta alors ce qui s'était passé la veille sur le lac. Les pleurs mystérieux, la forme aperçue dans l'eau, la terreur inexplicable qui les avait saisis. Mon père dit que ce n'est rien, juste le vent et notre imagination. Mais je l'ai vu pâlir quand nous avons entendu ces cris. Il sait quelque chose, j'en suis certain. Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle était venue chercher des légendes, mais semblait avoir trouvé bien plus. Ces pleurs, demanda-t-elle, pouvez-vous les décrire plus précisément ? Thomas ferma les yeux, comme pour mieux se remémorer. C'était comme si la douleur elle-même avait une voix. Ni humaine, ni animale. Ancienne. Et en même temps, étrangement familière. Un frisson parcourut Claire. Sans savoir pourquoi, elle tourna son regard vers le lac. Et pendant un instant, elle crut voir une silhouette se tenir au milieu des eaux, la fixant de ses yeux d'un bleu glacial. Quand elle cligna des yeux, la silhouette avait disparu. Mais la sensation d'être observée persistait, comme une présence invisible qui l'enveloppait. « Il se fait tard » dit Thomas en remarquant sa pâleur. « Je vous raccompagne à l'auberge » Claire acquiesça, incapable de détacher son regard du lac. Cette nuit-là, elle rêva de créatures aquatiques qui l'entraînaient vers les profondeurs et de gardiens de pierre qui veillaient depuis les hauteurs, leurs yeux de granit brillant d'une lueur surnaturelle. Le grenier de la maison du bois était un capharnaüm de souvenirs accumulés sur plusieurs générations. Marcel, une lampe torche à la main, se frayait un chemin parmi les malles poussiéreuses et les meubles oubliés. Depuis qu'il avait entendu les pleurs du lac, un souvenir le hantait, celui de son grand-père lui racontant une histoire similaire quand il était enfant. « Ça doit être quelque part par ici » marmonna-t-il en déplaçant une vieille commode. Derrière le meuble, il découvrit un coffre en bois sculpté qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Le cœur battant, il s'agenouilla et tenta de l'ouvrir. Le couvercle résista d'abord, puis céda dans un grincement plaintif. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu défraîchi, se trouvait un journal relié de cuir craquelé. Marcel l'ouvrit délicatement, reconnaissant l'écriture fine et penchée de son grand-père, Étienne Dubois. 10 avril 1923, lut-il à voix basse. J'ai commis l'irréparable. Par orgueil, par curiosité, j'ai perturbé un équilibre ancien. La gargouille que j'ai rapportée de Notre-Dame n'était pas qu'une simple sculpture. Elle était un gardien, un geôlier.
Et maintenant, ce qu'elle emprisonnait s'agite dans les profondeurs du lac. Marcel sentit un frisson glacé parcourir son échine. Il tourna frénétiquement les pages, absorbant les récits de son grand-père, l'expédition clandestine à Notre-Dame, le vol d'une petite gargouille qui semblait l'appeler, les phénomènes étranges qui avaient suivi son retour au village. Les pleurs ont commencé la nuit dernière, continuait une entrée datée du 15 avril. Des lamentations qui glacent le sang. Les villageois croient à un animal blessé, mais je sais la vérité. C'est lui qui appelle, qui tente de briser ses chaînes. Je dois trouver un moyen de réparer ma faute avant qu'il ne soit trop tard. Les mains tremblantes, Marcel referma le journal. Son grand-père avait-il réussi? Avait-il trouvé un moyen de rétablir l'équilibre? Et surtout, où était cette gargouille maintenant? Un bruit de pas dans l'escalier le fit sursauter. Thomas apparut dans l'embrasure de la porte du grenier. « Papa? Qu'est-ce que tu fais là-haut » Marcel hésita un instant, puis lui tendit le journal. « Je crois que j'ai trouvé pourquoi le lac pleure. » Pendant ce temps, Claire et Louis parcouraient les archives municipales, installées dans une petite salle au sous-sol de la mairie. La poussière dansait dans les raies de lumière qui filtraient par les soupiraux, donnant à l'endroit une atmosphère hors du temps. « Je ne comprends toujours pas pourquoi vous vous intéressez tant à ces vieilles histoires, grommela Louis en déposant une nouvelle pile de documents devant Claire. « Parce que les légendes ont souvent un fond de vérité, répondit-elle sans lever les yeux du registre qu'elle étudiait. Et parce que ce qui se passe actuellement avec le lac n'est pas normal. » Louis s'assit lourdement en face d'elle. « Vous croyez vraiment qu'il y a quelque chose là-dessous? Quelque chose qui pleure ?» Claire leva enfin les yeux vers lui. « Vous l'avez entendu vous-même, non? Ces sons n'étaient pas naturels. J'ai passé ma vie sur ce lac, admit Louis, son regard se perdant dans le vague. Je pensais le connaître comme ma poche. Mais hier soir, c'était comme si je découvrais qu'un vieil ami avait toujours caché un terrible secret. » Claire hocha la tête, comprenant parfaitement ce sentiment. Depuis son arrivée au village, elle ressentait une connexion inexplicable avec le lac, comme si un lien invisible l'y rattachait. « Regardez ça, dit-elle soudain en pointant une entrée dans un vieux registre paroissial. En 1923, il y a eu une série de disparitions autour du lac. 3 personnes en l'espace d'un mois. Puis plus rien. 1923. Louis fronça les sourcils. C'est l'année où le grand-père de Marcel est revenu de Paris. Il avait travaillé sur la restauration de Notre-Dame pendant quelques mois. Claire sentit son pouce accélérer. Une connexion commençait à se dessiner. Et ces disparitions, comment se sont-elles arrêtées? Louis haussa les épaules. Je ne sais pas. Les archives ne le disent pas. Mais il y a quelqu'un qui pourrait savoir Madame Lenoir. Elle a presque 100 ans et une mémoire d'éléphant. C'était la fille du maire à l'époque. À Paris, Élise rangeait ses outils après une longue journée de travail quand son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'affichait à l'écran. « Élise Moreau » répondit-elle en coinçant le téléphone entre son oreille et son épaule tout en fermant sa mallette. « Mademoiselle Moreau » dit une voix masculine, âgée mais ferme. « Mon nom est Gabriel Dufresne. Nous ne nous connaissons pas, mais j'ai besoin de vous parler de toute urgence au sujet des gargouilles que vous restaurez. » Élise se figea. « Comment connaissez-vous mon travail ? » « Je surveille Notre-Dame depuis plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer, répondit l'homme. « Et je sais que vous avez remarqué des changements dans les sculptures. Des changements impossibles. » Un frisson parcourut l'échine d'Élise. Elle n'en avait parlé à personne, pas même à Rémi. « Qui êtes-vous vraiment ? demanda-t-elle, soudain méfiante. « Un gardien, comme vous le deviendrez peut-être. Écoutez-moi attentivement, mademoiselle Moreau. Les gargouilles ne sont pas de simples décorations. Elles sont des sentinelles, des geôliers. Et l'une d'elles manque à l'appel depuis un siècle. Une gargouille manquante ? C'est impossible, j'ai l'inventaire complet et l'inventaire officiel, oui. Mais il y en avait une autre, plus petite, plus ancienne. Elle a été volée en 1923, et depuis, l'équilibre est rompu. » Élise sentit sa tête tourner. Cela semblait absurde, et pourtant, cela expliquerait les changements qu'elle avait observés, cette sensation constante d'être observée par les sculptures. « Que voulez-vous de moi ? demanda-t-elle finalement. « Votre aide. » Le sceau s'affaiblit. Les pleurs ont recommencé. Si nous n'agissons pas rapidement, ce qui est emprisonné se libérera, et les conséquences seront catastrophiques. Les pleurs ? Élise fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous ?
Rendez-vous à Saint-Étienne-du-Lac. Cherchez Marcel Dubois. Il a des réponses que vous cherchez, même s'il ne le sait pas encore. Et mademoiselle Moreau, méfiez-vous de l'eau. La communication se coupa brusquement, laissant Élise troublée et désorientée. Comment cet homme pouvait-il savoir pour les changements dans les sculptures? Et quel rapport avec un lac dont elle n'avait jamais entendu parler? La nuit était tombée sur Saint-Étienne-du-Lac. Thomas, seul sur le petit bateau de pêche, avait décidé de braver les avertissements de son père. Il devait comprendre ce qui se passait, voir de ses propres yeux ce qui se cachait dans les profondeurs. Le lac était d'un calme inquiétant, sa surface aussi lisse qu'un miroir reflétant les étoiles. Thomas coupa le moteur au centre du lac, là où ils avaient entendu les pleurs la veille. « Je sais que tu es là, murmura-t-il, scrutant les eaux sombres. « Montre-toi. » Seul le silence lui répondit. Puis, lentement, les eaux commencèrent à s'agiter autour du bateau. Des remous d'abord légers, puis de plus en plus violents, comme si quelque chose d'énorme se déplaçait juste sous la surface. Thomas sentit la peur l'envahir, mais la curiosité était plus forte. Il se pencha par-dessus bord, braquant sa lampe torche vers les profondeurs. Deux yeux d'un bleu glacial lui rendirent son regard. Puis une main pâle, aux doigts anormalement longs, jaillit de l'eau et agrippa le bord du bateau. Thomas hurla, tentant de reculer, mais une force invisible le maintenait en place. La main commença à tirer le bateau vers le bas, l'eau s'engouffrant par-dessus bord. « À l'aide !» cria Thomas, mais sa voix semblait absorbée par la nuit, ne portant pas plus loin que quelques mètres. Alors que le bateau s'enfonçait inexorablement, une lumière dorée jaillit soudain de la poche de sa veste là où il avait glissé la petite gargouille que son père avait trouvée cachée dans une boîte, après avoir lu le journal de son grand-père. La créature sous l'eau poussa un hurlement de douleur, lâchant prise. Le bateau se stabilisa, et Thomas, haletant, sortit la sculpture. Elle brillait d'une lueur intérieure, comme si elle était faite non pas de pierre, mais de lumière solidifiée. Les eaux se calmèrent instantanément. Thomas, tremblant de tous ses membres, démarra le moteur et mit cap vers le rivage, serrant la gargouille contre lui comme le plus précieux des talismans. Sur la berge, une silhouette l'attendait, celle de son père, le visage grave et les yeux emplis d'une connaissance nouvelle et terrifiante. « Tu l'as vu » dit Marcel. Ce n'était pas une question. Thomas hocha la tête, incapable de parler. « Alors tu comprends maintenant pourquoi nous devons agir. Le noyé se réveille, et nous sommes les seuls à pouvoir l'arrêter. » L'aube se levait sur Saint-Étienne-du-Lac, baignant le village d'une lumière dorée qui contrastait avec l'atmosphère de tension qui y régnait. Devant l'auberge, Claire attendait, son carnet de notes à la main, observant l'arrivée d'un taxi depuis la route principale. La portière s'ouvrit, révélant Élise Moreau, dont le visage trahissait la fatigue d'un voyage précipité. « Claire !» s'exclama Élise en reconnaissant son ancienne camarade d'université. « Ton appel m'a vraiment inquiété. Qu'est-ce qui se passe ici exactement ?» Claire serra son amie dans ses bras, soulagée de sa présence. « C'est compliqué, Élise. Tellement compliqué que tu ne me croirais pas si je te le racontais simplement. » « Et c'est toujours, » répondit Élise en récupérant sa valise. « J'ai eu ma dose d'incroyable ces derniers jours. » Elles s'installèrent à la terrasse déserte du petit café du village. Pendant qu'Élise sirotait un café bien serré, Claire lui raconta tous les pleurs mystérieux entendus par les pêcheurs, le journal du grand-père de Marcel, les disparitions de 1923, et surtout, cette étrange connexion qu'elle ressentait avec le lac depuis son arrivée. « Et le plus étrange, conclut Claire, c'est cette gargouille dont parle le journal. Apparemment, elle aurait été volée à Notre-Dame il y a un siècle. » Élise pâlit visiblement. « Une gargouille volée. C'est exactement ce dont m'a parlé cet homme mystérieux au téléphone. » Elle sortit son téléphone et montra à Claire les photos qu'elle avait prises des sculptures de Notre-Dame. « Regarde ces marques. Elles sont apparues récemment, comme si la pierre elle-même se transformait. » Claire examina les images, fascinée et troublée. « On dirait, des larmes, murmura-t-elle en zoomant sur une traînée qui partait de l'œil d'une gargouille. « Exactement. Les gargouilles de Notre-Dame pleurent, Claire. Et d'après ce Gabriel Dufresne, c'est lié à ce qui se passe ici. » Un silence s'installa entre les deux femmes, chacune absorbée dans ses pensées. Ce fut Claire qui le rompit finalement. « Il faut que tu rencontres Marcel et Thomas. Ils ont la gargouille. » Dans la modeste maison des Dubois, Marcel disposait soigneusement les pages du journal de son grand-père sur la table de la cuisine. Thomas, les traits tirés après sa terrifiante expérience nocturne, préparait du café pour tout le monde.
Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de partager tout ça avec des étrangères, papa, demanda-t-il en jetant un regard inquiet vers la fenêtre, guettant l'arrivée de Claire et de son amie parisienne. Nous n'avons pas le choix, répondit Marcel gravement. Ce qui se réveille dans le lac nous dépasse. Nous avons besoin d'aide. La petite gargouille trônait au centre de la table, inerte en apparence, mais Marcel n'avait pas oublié comment elle avait brillé la nuit précédente, sauvant son fils d'une mort certaine. On frappa à la porte. Thomas alla ouvrir, accueillant Claire et Élise avec une politesse tendue. Les présentations furent brèves, l'urgence de la situation éclipsant les conventions sociales. Élise se figea en apercevant la gargouille. « C'est elle » murmura-t-elle en s'approchant lentement. La gardienne manquante. Sans hésiter, elle tendit la main vers la sculpture. Au moment où ses doigts effleurèrent la pierre, un courant électrique sembla parcourir la pièce. La gargouille vibra légèrement, et pendant un instant fugace, ses yeux parurent s'animer. « Elle te reconnaît » dit Marcel, stupéfait. « Comment est-ce possible ?» Élise retira sa main, tout aussi surprise. « Je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai passé des mois à restaurer ses sœurs à Notre-Dame. » Ses sœurs ? Thomas fronça les sourcils. « Vous parlez comme si ces sculptures étaient vivantes. » Peut-être le sont-elles, d'une certaine façon, intervint Claire. Les légendes du monde entier parlent de gardiens de pierre, d'objets inanimés qui protègent contre des forces maléfiques. Marcel hocha lentement la tête. Mon grand-père écrit que cette gargouille était un geôlier. Que quelque chose est emprisonné dans le lac, quelque chose que les gargouilles de Notre-Dame maintiennent captif. Le noyer, murmura Thomas, frissonnant au souvenir des yeux bleus glacials qu'il avait vus dans les profondeurs. Élise sortit son téléphone et montra les photos des gargouilles de Notre-Dame. Elle change. Elle pleure. Comme si elle ressentait la souffrance de leur sœur manquante, ou comme si elle tentait désespérément de maintenir fermée une porte qui menace de s'ouvrir. Un silence pesant s'abattit sur la pièce, chacun méditant sur les implications terrifiantes de cette théorie. Il y a autre chose, dit finalement Claire. J'ai parlé avec Madame Lenoir hier soir. Elle m'a raconté que les disparitions de 1923 se sont arrêtées après un rituel. Votre grand-père, Marcel, et 6 autres hommes du village ont passé une nuit entière sur le lac, récitant des incantations en latin. Le lendemain, les pleurs avaient cessé. Un rituel. Répéta Élise, pensive. 7 hommes. 7, comme les gargouilles gardiennes originales de Notre-Dame. Mais nous ne sommes que 4, objecta Thomas. Et nous n'avons aucune idée de la nature de ce rituel. 5, corrigea une voix depuis la porte d'entrée restée entr'ouverte. Tous se tournèrent pour voir Louis Mercier entrer dans la cuisine, l'air grave mais déterminé. J'ai passé ma vie à me moquer des superstitions, dit-il en s'avançant. Mais après ce que j'ai vu hier soir, ces ombres sous la surface du lac. Je ne peux plus nier l'évidence. Quelque chose se cache là-dessous, quelque chose d'ancien et de maléfique. Marcel se leva pour serrer l'épaule de son vieil ami. Merci, Louis. Ne me remercie pas encore, grommela Louis. Je ne sais pas comment combattre un monstre aquatique avec une sculpture de pierre. Mais je suppose que nous allons devoir l'apprendre. Pendant ce temps, à Paris, les gargouilles de Notre-Dame semblaient s'agiter. Rémi, l'assistant d'Élise, travaillait seul sur l'échafaudage quand il remarqua un phénomène étrange. Les marques qu'Élise avait photographiées s'étaient étendues, formant désormais des sillons profonds sur les visages de pierre. Et plus troublant encore, il aurait juré entendre un murmure émaner des sculptures, comme une conversation lointaine dans une langue inconnue. « Je deviens fou » marmonna-t-il en secouant la tête. Son téléphone vibra un message d'Élise lui demandant de vérifier si d'autres gargouilles présentaient des anomalies. Rémi soupira, se demandant dans quelle histoire étrange sa patronne s'était embarquée. De retour à Saint-Étienne-du-Lac, Claire s'était isolée dans sa chambre d'auberge pour consulter ses notes. Quelque chose la tracassait depuis sa conversation avec Madame Lenoir, un détail que la vieille dame avait mentionné presque en passant. Les Valois ont toujours été liés au lac, avait dit la centenaire. Votre nom de famille n'est pas une coïncidence, ma petite. Claire avait été trop absorbée par le récit du rituel pour relever cette remarque sur le moment, mais maintenant, elle ne pouvait s'empêcher d'y penser. Valois. Son père lui avait toujours dit que leurs ancêtres venaient de cette région, mais il n'avait jamais mentionné de lien particulier avec Saint-Étienne-du-Lac. Elle ouvrit son ordinateur portable et consulta l'arbre généalogique qu'elle avait commencé à établir quelques années plus tôt. Son arrière-grand-père, Julien Valois, était né dans la région,
mais avait quitté le village en 1923, précisément l'année des disparitions et du vol de la gargouille. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, sentant son cœur s'accélérer. Un coup à sa porte la fit sursauter. C'était Thomas, l'air préoccupé. Désolé de te déranger, dit-il, mais mon père pense avoir trouvé quelque chose d'important dans le journal de son grand-père. Il veut que tout le monde se retrouve chez nous. Claire referma son ordinateur, hésitant à partager sa découverte. J'arrive tout de suite. Sur le chemin vers la maison des Dubois, Thomas remarqua son trouble. Tout va bien? Je ne sais pas, admit Claire. Je viens de découvrir que mon arrière-grand-père a quitté ce village en 1923, juste après les événements dont nous parlons. Thomas s'arrêta net. Tu penses qu'il était impliqué? Je n'en sais rien. Mais cette connexion que je ressens avec le lac depuis mon arrivée, ce n'est peut-être pas un hasard. Thomas la regarda longuement, comme s'il la voyait sous un jour nouveau. Tu sais, mon père dit toujours que rien n'arrive par hasard à Saint-Étienne-du-Lac. Peut-être que tu étais destiné à revenir ici, à participer à ce qui va se passer. Claire frissonna, à la fois effrayée et étrangement réconfortée par cette idée. Chez les Dubois, Marcel avait étalé de nouvelles pages du journal sur la table. Élise examinait attentivement la gargouille sous toutes ses coutures, tandis que Louis regardait par la fenêtre, surveillant le lac avec méfiance. J'ai trouvé ceci, annonça Marcel quand Thomas et Claire entrèrent. Il pointa un passage du journal. Mon grand-père parle d'une prophétie. Quand le 7e gardien sera séparé de ses frères, le noyé pleurera pendant 100 ans. À l'aube du nouveau siècle, ses larmes deviendront assez puissantes pour briser ses chaînes, à moins que les descendants des 7 ne reforment le cercle. Les descendants des 7, répéta Élise. Les 7 hommes qui ont participé au rituel en 1923? Marcel hocha la tête. Mon grand-père, le père de Louis, et 5 autres hommes du village. Claire sentit un frisson parcourir son échine. L'un d'eux s'appelait-il Julien Valois? Un silence stupéfait accueillit sa question. Marcel feuilleta rapidement le journal, s'arrêtant sur une page où étaient listés des noms. Oui, confirma-t-il, levant des yeux étonnés vers Claire. Julien Valois était l'un des 7. Comment le sais-tu? C'était mon arrière-grand-père, répondit Claire d'une voix à peine audible. Il a quitté le village juste après le rituel. Louis se tourna vers elle, les yeux écarquillés. Alors ce n'est pas un hasard si tu es venu ici maintenant, juste quand les pleurs ont recommencé. Les descendants des 7, murmura Élise. Nous sommes 3 Marcel, Louis et Claire. Il nous en manque 4. Pas nécessairement, intervint Thomas. Le journal dit que mon grand-père a volé la gargouille à Notre-Dame. Qui d'autre aurait pu avoir accès aux gargouilles à cette époque? Élise comprit immédiatement. Les bâtisseurs. Les artisans qui ont créé et installé les gargouilles. Exactement, acquiesça Thomas. Et qui restaure ces mêmes gargouilles aujourd'hui? Tous les regards se tournèrent vers Élise, qui sentit soudain le poids d'un héritage dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Tu penses que je suis lié aux bâtisseurs originaux de Notre-Dame? Demanda-t-elle, incrédule. La gargouille a réagi à ton toucher, lui rappela Marcel. Et cet homme mystérieux, Gabriel Dufresne, t'a contacté spécifiquement. Il savait qui tu étais, ce que tu représentais. Élise repensa à sa famille, à son père qui l'avait initié à la restauration d'art, à son grand-père qui avait travaillé sur les cathédrales de France toute sa vie. Une tradition familiale qui remontait peut-être bien plus loin qu'elle ne l'avait imaginé. Admettons, concéda-t-elle. Nous sommes 4 descendants des 7, il nous en manque encore 3. Peut-être pas, dit Claire en sortant son téléphone. J'ai reçu un message de Madame Lenoir. Elle dit que sa mère était la sœur de l'un des 7, ce qui fait d'elle une cousine par alliance. Ça compte peut-être? Et il y a aussi ce Gabriel Dufresne, ajouta Thomas. Silence et autant sur les gargouilles et le noyer, il est probablement lié à cette histoire d'une façon ou d'une autre. Ce qui nous ferait 6, calcula Marcel. Encore un de moins. Un silence pensif s'installa dans la pièce, chacun cherchant qui pourrait être le 7e descendant. Ce fut Louis qui brisa finalement le silence. Regardez, dit-il en pointant vers la fenêtre. Tous se tournèrent pour voir ce qu'il montrait. Sur le lac, à plusieurs centaines de mètres du rivage, une silhouette sombre se tenait debout sur l'eau, parfaitement immobile malgré les légères vagues. C'est impossible, souffla Thomas. Comme en réponse à son incrédulité, la silhouette leva lentement un bras dans leur direction, puis s'enfonça doucement sous la surface, disparaissant sans laisser de traces.
Il nous observe, murmura Marcel. Il sait que nous avons découvert la vérité, et il se prépare. À quoi? Demanda Claire, la gorge serrée. À se libérer complètement, répondit Marcel. Le journal de mon grand-père dit que le rituel de 1923 n'a fait que renforcer sa prison, pas l'Y enfermé définitivement. Et maintenant, 100 ans plus tard, cette prison s'affaiblit. Alors nous devons refaire le rituel, conclut Élise avec une détermination nouvelle. Trouver le 7e descendant, comprendre exactement ce qu'ont fait nos ancêtres, et répéter leurs actions avant qu'il ne soit trop tard. Louis, qui n'avait pas quitté la fenêtre des yeux, secoua lentement la tête. Je crains que nous n'ayons pas beaucoup de temps. Regardez le ciel. Au-dessus du lac, les nuages s'assemblaient en une formation circulaire parfaite, comme un œil gigantesque fixant le village. Un vent soudain se leva, agitant les eaux du lac en vagues de plus en plus hautes. Il arrive, dit simplement Louis. La nuit tombait sur Saint-Étienne-du-Lac, apportant avec elle un orage d'une violence rare. La pluie martelait les toits du village, le vent hurlait entre les maisons, et des éclairs déchiraient le ciel à intervalles réguliers, illuminant brièvement le lac tumultueux. Dans la salle commune de l'auberge, transformée en quartier général improvisé, Marcel, Thomas, Claire, Élise et Louis étudiaient les pages du journal d'Étienne Dubois à la lueur des lampes de secours, l'électricité ayant été coupée par la tempête. « Écoutez ça, dit Marcel en ajustant ses lunettes pour mieux lire à la faible lumière. Le rituel doit être accompli lorsque la lune est nouvelle et que les eaux sont agitées. Les 7 doivent former un cercle sur le lac, chacun tenant un fragment du gardien. Un fragment du gardien, répéta Thomas, perplexe. De quelle gargouille parle-t-il? Celle que nous avons est intacte. Élise, qui examinait minutieusement la sculpture à la loupe, secoua la tête. Pas tout à fait. Regardez ces marques sur la base. Elle pointa de minuscules encoches régulièrement espacées autour du socle de la gargouille. On dirait que quelque chose a été détaché ici. 7 petits fragments, je dirais. Donc chacun des 7 portait un morceau de la gargouille pendant le rituel, conclut Claire. Mais ces fragments, où sont-ils maintenant? Un éclair particulièrement violent illumina la pièce, suivi presque immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. Les vitres tremblèrent, et pendant un instant, tous crurent voir des silhouettes se découper contre le ciel embrasé. Qu'est-ce que c'était que ça? S'exclama Louis en se précipitant vers la fenêtre. Dehors, sur le lac déchaîné, des formes sombres semblaient danser à la surface de l'eau, défiant toute logique en restant au-dessus des vagues furieuses. Leurs mouvements étaient à la fois gracieux et dérangeants, comme une chorégraphie macabre exécutée par des marionnettes au fils invisible. Les ombres, murmura Marcel, le visage blême. Mon grand-père les mentionne. Quand le noyé tente de briser ses chaînes, ses serviteurs dansent sur les eaux, cherchant les âmes à corrompre. Un nouveau flash d'éclair révéla que les silhouettes s'étaient rapprochées du rivage. Leur forme était désormais plus distincte, vaguement humanoïde, mais avec des membres trop longs, des têtes trop petites, et une fluidité de mouvement qui n'avait rien de naturel. Elles viennent vers nous, dit Thomas, la voix tendue. Pas vers nous, corrigea Claire, qui observait attentivement leur trajectoire. Vers le village. Elles se dirigent vers les maisons. Comme pour confirmer ces paroles, un cri lointain retentit, à peine audible par-dessus le vacarme de la tempête. Puis un autre, et encore un autre. Elles cherchent les fragments, comprit soudain Élise. Si chacun des 7 avait un morceau de la gargouille, ces fragments doivent toujours être quelque part dans le village, peut-être transmis de génération en génération sans que personne ne connaisse leur véritable nature. Marcel hocha gravement la tête. Et maintenant, les serviteurs du noyer les cherchent pour les détruire, afin que nous ne puissions pas reconstituer le cercle. Louis attrapa son imperméable accroché près de la porte. Alors nous devons les trouver avant eux. Je vais prévenir les villageois, les rassembler ici. C'est trop dangereux d'y aller seul, objecta Thomas. Je connais ces gens depuis toujours, répondit Louis avec un sourire triste. Ils m'écouteront. Vous, concentrez-vous sur la recherche des fragments. Avant que quiconque puisse l'en empêcher, il s'élança dans la nuit orageuse, disparaissant rapidement dans le rideau de pluie. Élise avait étalé la petite gargouille sur la table et l'examinait sous tous les angles, cherchant des indices sur la nature des fragments manquants. Ces symboles, dit-elle en pointant de minuscules gravures sur le socle. Ils correspondent à des constellations. Cette constellation différente. Claire se pencha pour mieux voir. Tu as raison. Voici la grande ours, le dragon, c'est fait. Ce sont toutes des constellations circumpolaires, celles qui ne disparaissent jamais sous l'horizon. Des gardiens éternels, murmura Thomas.
comme les gargouilles elles-mêmes. Marcel feuilletait frénétiquement le journal de son grand-père. Il doit y avoir un indice sur l'emplacement des fragments. Étienne n'aurait pas laissé cette information se perdre. Un nouveau cri, plus proche cette fois, les fit tous sursauter. Par la fenêtre, ils aperçurent une ombre glisser rapidement devant l'auberge, se dirigeant vers la maison voisine. « Nous n'avons plus beaucoup de temps, pressa Élise. Marcel, y a-t-il des objets dans votre famille qui pourraient être l'un de ces fragments? Quelque chose d'inhabituel, peut-être en pierre, transmis depuis votre grand-père? » Marcel s'immobilisa, une expression de compréhension soudaine sur son visage. « La pierre à aiguiser de mon père. Elle est dans ma famille depuis des générations, et elle a une forme étrange, comme un croissant. Je n'y ai jamais prêté attention, mais... » « Où est-elle » demanda vivement Thomas. « Dans ma boîte à outils, à la maison. » Thomas enfila sa veste. « J'y vais. »« Pas seul » dit Claire en attrapant également son manteau. « Je viens avec toi. » Élise les regarda partir avec inquiétude, puis se tourna vers Marcel. « Nous devons contacter ce Gabriel Dufresne. S'il en sait autant sur les gargouilles et le noyer, il pourrait nous aider à localiser les autres fragments. » Marcel acquiesça et tendit la main vers le téléphone d'Élise. « Donnez-moi son numéro. » Thomas et Claire couraient sous la pluie battante, se dirigeant vers la maison des Dubois. Les rues étaient désertes, mais ils sentaient des regards les suivre depuis les ombres. Parfois, du coin de l'œil, ils apercevaient une silhouette fluide glisser entre deux maisons ou se fondre dans l'obscurité d'une ruelle. « Elle nous observe, halta Claire. »« Ne t'arrête pas, » répondit Thomas en lui prenant la main pour l'entraîner plus vite. Ils atteignirent enfin la maison et s'y engouffrèrent, verrouillant la porte derrière eux. L'intérieur était plongé dans le noir, mais Thomas connaissait suffisamment les lieux pour se diriger sans lumière. « La boîte à outils est dans le cabanon, derrière la cuisine, » dit-il en avançant prudemment. Ils traversèrent la maison silencieuse, chaque craquement du plancher semblant amplifié dans l'obscurité. La cuisine donnait sur une petite cour arrière, au fond de laquelle se trouvait un cabanon en bois. « Prête ?» demanda Thomas en posant la main sur la poignée de la porte arrière. Claire hocha la tête, serrant plus fort la main de Thomas dans la sienne. Ils s'élancèrent sous la pluie, traversant la cour en quelques secondes. Thomas ouvrit le cabanon et ils s'y réfugièrent, haletant. À la lueur de son téléphone, Thomas chercha la boîte à outils de son père. Il la trouva sur une étagère et l'ouvrit fébrilement. Tout au fond, enveloppée dans un chiffon usé, se trouvait une pierre à aiguiser en forme de croissant. « C'est ça » murmura-t-il en la sortant précautionneusement. La pierre semblait ordinaire à première vue, mais en l'examinant de plus près, Claire remarqua de minuscules symboles gravés sur sa surface, similaires à ceux de la gargouille. « C'est bien un fragment » confirma-t-elle. « Regarde, ce symbole correspond à la constellation du dragon. » Un bruit sourd contre la porte du cabanon les fit sursauter. Quelque chose essayait d'entrer. Par la fenêtre, chuchota Thomas en pointant une petite ouverture à l'arrière du cabanon. Claire s'y faufila la première, suivie de Thomas qui serrait précieusement le fragment. À peine avait-il quitté le cabanon que la porte vola en éclats, révélant une silhouette sombre au contour flou. « Cours !» cria Thomas. Ils s'élancèrent vers la rue, poursuivis par l'ombre qui glissait sur le sol avec une rapidité surnaturelle. La pluie redoublait d'intensité, transformant les rues en torrents. Au détour d'une ruelle, ils tombèrent nez à nez avec Louis, qui guidait un groupe de villageois terrifiés vers l'auberge. « Thomas !»« Claire !» s'écria-t-il, soulagé. « Vous avez trouvé quelque chose ?» Thomas brandit le fragment. « 1 sur 7. »« Et vous ?» ?»« Madame Lenoir » dit Louis en désignant la vieille dame soutenue par 2 hommes. « Elle dit que sa famille possède une pierre étrange depuis des générations. Et le boulanger aussi. 2 de plus, compta Claire. Il nous en manque encore 4. » Un hurlement inhumain retentit derrière eux. L'ombre les avait rattrapés et se dressait maintenant à l'entrée de la ruelle, bloquant leur chemin vers l'auberge. « Par ici » ordonna Louis en guidant le groupe vers une rue adjacente. « Il y a une autre route. » Ils s'engagèrent dans un dédale de ruelles étroites, l'ombre toujours à leur trousse. La pluie s'intensifiait encore, et le vent hurlait comme une bête enragée. « Regardez » s'exclama soudain Claire en pointant vers le lac. Malgré la tempête, une lueur bleuâtre émanait des profondeurs, pulsant comme un cœur gigantesque. Et à la surface, les silhouettes dansantes s'étaient multipliées, formant désormais un cercle parfait qui tournoyait au rythme d'une musique inaudible. « Le noyer rassemble ses forces » murmura Louis.
Nous n'avons plus beaucoup de temps. À l'auberge, Marcel raccrochait le téléphone, l'air grave. Gabriel Dufresne arrive. Il dit qu'il a 2 des fragments avec lui. 2, s'étonna Élise. Comment les a-t-il obtenus? Apparemment, son ordre les protège depuis des siècles. Il est le dernier membre vivant des Gardiens de la Pierre, une confrérie secrète fondée au Moyen-Âge pour veiller sur les gargouilles de Notre-Dame. Élise secoua la tête, dépassée par ces révélations. Tout ça semble tellement irréel. Et pourtant, dit Marcel en désignant la fenêtre. Dehors, le ciel s'était teinté d'une étrange couleur verdâtre, et des éclairs silencieux zébraient les nuages en formations impossibles. Le lac semblait bouillonner, sa surface agitée de remous qui n'avaient rien de naturel. J'ai trouvé autre chose dans le journal, continua Marcel. Une grotte, près du lac. Mon grand-père y mentionne des peintures rupestres qui décrivent le premier emprisonnement du noyé, bien avant la construction de Notre-Dame. Une grotte? Élise fronça les sourcils. Ça pourrait nous aider à comprendre comment accomplir correctement le rituel. Exactement. Mais elle est difficile d'accès, surtout par ce temps. La porte de l'auberge s'ouvrit brusquement, laissant entrer Louis, Thomas, Claire et un groupe de villageois trempés et terrifiés. Parmi eux, Madame Lenoir tenait précieusement un petit objet enveloppé dans un mouchoir brodé. Nous avons 3 fragments, annonça Thomas en déposant la pierre à aiguiser sur la table, à côté de la gargouille. Madame Lenoir s'avança, déroulant son mouchoir pour révéler une petite pierre polie en forme d'étoile. Ceci appartenait à ma grand-mère, dit-elle de sa voix chevrotante. Elle m'a fait promettre de ne jamais m'en séparer. Le boulanger du village, un homme trapu aux bras puissants, sortit de sa poche une pierre similaire, mais en forme de losange. Mon père me disait que ça portait chance. Je l'ai toujours gardée dans ma poche quand je pétris le pain. Élise examina les 3 fragments, puis les plaça autour de la gargouille. Ils s'ajustaient parfaitement aux encoches du socle, comme les pièces d'un puzzle. Gabriel Dufresne arrive avec 2 autres fragments, informa Marcel. Ce qui nous en ferait 5 sur 7. Et les 2 derniers, demanda Louis. Un silence pesant s'installa. Dehors, la tempête redoublait d'intensité, et les cris des ombres se rapprochaient de l'auberge. La grotte, dit soudain Claire. Marcel, vous avez mentionné une grotte avec des peintures rupestres. Et si les 2 derniers fragments y étaient cachés? C'est possible, admit Marcel. Mon grand-père écrit que c'est là que tout a commencé, que c'est le lieu où le noyé a été emprisonné pour la première fois, bien avant que les gargouilles ne prennent le relais. Alors nous devons y aller, décida Thomas. Maintenant, avant que ces choses ne nous encerclent complètement. C'est de la folie de sortir par ce temps, avec ces créatures qui rôdent, objecta Louis. C'est de la folie de rester ici à attendre qu'elles nous trouvent, rétorqua Thomas. La grotte est notre meilleure chance. Marcel hocha lentement la tête. Thomas a raison. Claire, Élise et moi irons à la grotte. Louis, tu restes ici avec les villageois et les fragments que nous avons déjà. Dès que Gabriel Dufresne arrive, rejoignez-nous avec tous les fragments. Et moi, demanda Thomas, visiblement déçu d'être exclu. Tu viens avec nous, dit Marcel en posant une main sur l'épaule de son fils. Tu as vu le noyé de plus près que quiconque. Tu pourrais reconnaître des indices que nous manquerions. Thomas acquiesça, soulagé de ne pas être laissé en arrière. Comment accède-t-on à cette grotte, demanda Élise en enfilant son imperméable. Par le lac, répondit Marcel gravement. Nous devons prendre un bateau. Un frisson parcourut l'assemblée. Affronter le lac déchaîné, domaine du noyé, semblait suicidaire. Mais il n'avait pas le choix. Allons-y, dit simplement Claire en serrant contre elle le fragment en forme d'étoile que Madame Lenoir lui avait confié. Ils quittèrent l'auberge par la porte arrière, se glissant dans la nuit orageuse où les ombres dansaient sur les eaux tumultueuses du lac. La barque tanguait dangereusement sur les eaux déchaînées du lac, ballottée par des vagues qui semblaient animées d'une volonté propre. Marcel, à la barre, luttait pour maintenir le cap vers la rive opposée, là où se trouvait l'entrée de la mystérieuse grotte. Thomas et Claire s'accrochaient au bord de l'embarcation, tandis qu'Élise, au centre, protégeait la précieuse gargouille enveloppée dans son imperméable. Par là, cria Marcel pour couvrir le hurlement du vent, pointant vers une formation rocheuse à peine visible dans l'obscurité. Un éclair déchira le ciel, illuminant brièvement le lac. Dans ce flash de lumière, ils aperçurent des dizaines de silhouettes immobiles sous la surface de l'eau, toutes tournées vers leur barque, leurs yeux luisant d'une lueur bleuâtre. « Ils nous observent, murmura Claire, la gorge serrée.
Ne regarde pas, conseilla Thomas en détournant lui-même les yeux. C'est comme ça qu'il t'attire. La barque s'approchait lentement de la rive escarpée. La pluie redoublait d'intensité, transformant le monde en un rideau liquide à travers lequel il devenait presque impossible de distinguer quoi que ce soit. Là, s'exclama soudain Élise en pointant une ouverture sombre dans la paroi rocheuse, juste au-dessus du niveau de l'eau. Marcel dirigea la barque vers cette ouverture avec une détermination renouvelée. Ils l'atteignirent enfin, amarrant l'embarcation à une saillie rocheuse. L'un après l'autre, ils grimpèrent sur la plateforme naturelle qui formait l'entrée de la grotte. À l'intérieur, l'atmosphère changea brusquement. Le vacarme de la tempête s'atténua, remplacé par un silence presque surnaturel, seulement troublé par le clapotis de l'eau contre la roche et l'écho lointain de leurs pas. C'est incroyable, souffla Élise en braquant sa lampe torche sur les parois. Des peintures rupestres couvraient chaque centimètre de la roche, représentant des scènes d'une complexité surprenante pour leur âge apparent. On y voyait des figures humaines formant un cercle autour d'une créature aquatique monstrueuse, des symboles similaires à ceux gravés sur la gargouille, et des représentations de ce qui semblaient être des gardiens de pierre. Ces peintures doivent dater de plusieurs millénaires, murmura Claire, fascinée. Bien avant la construction de Notre-Dame. Le noyer est donc bien plus ancien que nous ne le pensions, conclut Marcel. Thomas, qui s'était aventuré plus profondément dans la grotte, les appela soudain. Venez voir ça. Ils le rejoignirent dans une petite chambre naturelle où la roche formait une sorte d'autel. Sur cet autel reposaient deux objets, une pierre taillée en forme de spirale et un petit récipient en céramique ancienne. Les deux derniers fragments, suggéra Élise. Marcel s'approcha prudemment et examina la pierre spiralée. Oui, regardez ces marques. Elles correspondent exactement à celles de la gargouille. Claire prit délicatement le récipient en céramique. Et celui-ci contient quelque chose. Elle l'inclina légèrement, révélant un petit objet triangulaire à l'intérieur. 7 fragments au total, compta Élise. La spirale, le triangle, l'étoile, le losange, le croissant, et les deux que Gabriel Dufresne apporte. Thomas observait attentivement les peintures murales qui entouraient l'autel. Regardez ces scènes, dit-il en pointant une séquence particulière. Elle raconte une histoire. Les autres s'approchèrent, suivant du regard la progression des images. On y voyait d'abord une créature humanoïde émergeant d'un lac, semant la terreur parmi les habitants d'un village primitif. Puis venaient des scènes de rituel, cette figure formant un cercle autour du lac. Enfin, la créature semblait être emprisonnée sous les eaux, surveillée par sept gardiens. C'est la même histoire, murmura Claire. Elle se répète à travers les âges. Pas exactement, corrigea Élise en étudiant attentivement la fin de la séquence. Regardez ici. Les gardiens primitifs ont été remplacés par des sculptures de pierre les premières gargouilles. Et plus tard. Elle suivit la chronologie des peintures. Ces gargouilles ont été intégrées à un grand bâtiment. Notre-Dame, compléta Marcel. Les bâtisseurs de la cathédrale connaissaient le secret du noyer. Ils ont incorporé les gardiens de pierre à l'édifice pour renforcer leur pouvoir. Mais pourquoi mon grand-père aurait-il volé l'une des gargouilles? S'interrogea Thomas. Ça n'a aucun sens. Il a affaibli la prison du noyer. Marcel secoua la tête, perplexe. Je ne sais pas. Il y a encore des pièces manquantes à ce puzzle. Un grondement sourd les interrompit, faisant vibrer les parois de la grotte. De petits morceaux de roche se détachèrent du plafond, tombant autour d'eux comme une pluie minérale. Qu'est-ce que c'était? S'alarma Claire. Le noyer, répondit gravement Marcel. Ils sont notre présence. Nous devons partir d'ici, rejoindre les autres avec les fragments. Ils rassemblèrent précautionneusement les deux artefacts découverts et rebroussèrent chemin vers l'entrée de la grotte. Dehors, la tempête avait encore gagné en intensité. Le lac semblait animé d'une fureur primitive, ses vagues s'élevant à des hauteurs impossibles avant de s'écraser contre les rochers. Comment allons-nous traverser ça? S'exclama Élise, horrifiée à l'idée de s'aventurer sur ces eaux déchaînées. Marcel examina leur frêle embarcation, qui menaçait déjà de se briser contre la roche. Nous n'avons pas le choix. Il faut retourner au village. Ils montèrent dans la barque, Marcel et Thomas aux rames, Claire et Élise au centre, protégeant les précieux fragments. À peine s'étaient-ils éloignés du rivage que les eaux semblèrent se calmer autour d'eux, formant une sorte de cercle paisible qui contrastait violemment avec le chaos environnant. C'est... commença Thomas. Un piège, termina Marcel. Ramez plus vite. Trop tard.
Au centre du cercle d'eau calme, une forme commença à émerger lentement, d'abord une tête aux traits indistincts, puis des épaules, un torse. La créature s'élevait des profondeurs, l'eau ruisselant sur son corps pâle comme un vêtement liquide. Le noyé souffla Claire, pétrifié. La créature était presque humaine, mais ses proportions étaient légèrement fausses, membres trop longs, doigts effilés comme des cerfs, visage lisse à l'exception de 2 yeux d'un bleu glacial et d'une bouche sans lèvres. Elle fixait la barque avec une intensité terrifiante. Thomas se plaça instinctivement devant Claire et Élise, tandis que Marcel continuait à ramer désespérément. Le noyé ouvrit la bouche, et un son en sortit, non pas des paroles, mais le même pleur déchirant que les pêcheurs avaient entendu, amplifié au point d'être presque insupportable. « Couvrez vos oreilles !» cria Marcel, mais sa voix se perdit dans le hurlement surnaturel. Claire sentit son esprit s'embrumer, comme si le cri du noyé résonnait directement dans son crâne, éveillant des souvenirs qui n'étaient pas les siens, des visions d'une époque lointaine, d'un village primitif, d'un sacrifice au bord d'un lac. À côté d'elle, Élise sortit brusquement la gargouille de son imperméable et la brandit face à la créature. « Arrière !» cria-t-elle d'une voix qui ne semblait pas tout à fait la sienne. La gargouille s'illumina d'une lueur dorée, exactement comme la nuit où elle avait sauvé Thomas. Le noyé recula, son cri se transformant en un sifflement de douleur et de rage. Profitant de cette diversion, Marcel et Thomas ramèrent avec une vigueur renouvelée, s'éloignant du cercle d'eau calme. Dès qu'ils en franchirent la limite, la tempête les reprit dans sa fureur, mais le noyé ne les suivit pas, se contentant de les observer s'éloigner, son regard bleu brillant dans l'obscurité. « Il ne peut pas encore quitter complètement le lac » haleta Marcel. La prison s'affaiblit, mais elle tient encore. Ils atteignirent enfin le rivage près du village, épuisés et trempés jusqu'aux os. À leur grande surprise, une silhouette les attendait sur la berge, un vieil homme au dos voûté mais au regard perçant, tenant un parapluie noir qui semblait miraculeusement résister au vent violent. « Gabriel Dufresne » murmura Élise en reconnaissant la voix qui l'avait appelé à Paris. Le vieil homme inclina légèrement la tête. « Vous avez trouvé les derniers fragments. »« Bien. Mais nous n'avons plus beaucoup de temps. » À l'auberge, Louis faisait face à une situation de plus en plus désespérée. Les ombres avaient encerclé le bâtiment, glissant contre les fenêtres comme des vagues d'encre, cherchant la moindre faille pour s'infiltrer. Les villageois, terrifiés, s'étaient regroupés dans la salle commune, certains priant, d'autres pleurant silencieusement. « Elles ne peuvent pas rentrer tant que nous gardons les fragments, » expliquait Louis pour la 10e fois, tentant de maintenir le calme. « Nous devons tenir jusqu'au retour des autres. » Mais sa confiance s'érodait à mesure que les attaques des ombres s'intensifiaient. Une fenêtre se fissura sous la pression, puis une autre. Bientôt, elle céderait. Louis appela le boulanger, tenant fermement son fragment en forme de losange. Quelque chose ne va pas. Louis s'approcha et constata avec horreur que le fragment commençait à se fissurer, de minuscules craquelures se propageant à travers la pierre comme des veines noires. « C'est impossible, murmura-t-il. Ces fragments ont survécu un siècle sans dommage. »« Le noyé devient plus fort, » dit Madame Lenoir de sa voix chevrotante. « Il corrompt les gardiens. » Une violente secousse ébranla soudain l'auberge, faisant tomber tableaux et étagères. Une fissure apparut dans le mur, s'élargissant rapidement. « Tout le monde dehors » ordonna Louis. « Le bâtiment va s'effondrer. » Dans une panique organisée, les villageois évacuèrent l'auberge, Louis fermant la marche avec les précieux fragments. À peine avait-il atteint la rue que le toit de l'auberge s'effondra dans un fracas assourdissant. Dehors, la situation n'était guère meilleure. Les ombres dansantes les encerclaient, se rapprochant inexorablement. Louis cherchait désespérément une issue quand une voix familière l'appela. « Louis. Par ici. » Marcel, Thomas, Claire et Élise couraient vers eux, accompagnés d'un vieil homme que Louis ne connaissait pas. Derrière eux, l'église du village se dressait, ses portes grandes ouvertes, offrant un refuge. « À l'église » cria Marcel. « Vite !» Le groupe se précipita vers le bâtiment sacré, les ombres à leur trousse. Étrangement, ces dernières semblaient hésiter à franchir le seuil de l'église, comme retenues par une force invisible. Une fois tous à l'intérieur, Gabriel Dufresne car c'était bien lui referma solennellement les lourdes portes en chêne. « Elles ne pourront pas entrer ici, dit-il. Pas encore. Mais nous n'avons que peu de temps. » Les villageois s'installèrent dans la nef, cherchant réconfort dans ce lieu familier. Marcel, Thomas, Claire, Élise, Louis et Gabriel se regroupèrent près de l'autel, où ils disposèrent tous les fragments récupérés.
7 fragments, compta Gabriel en sortant de sa poche 2 petites pierres sculptées l'une en forme de cube, l'autre ressemblant à une flamme stylisée. Les 7 gardiens qui, ensemble, forment le sceau. Mais comment les utiliser, demanda Thomas. Le journal de mon arrière-grand-père mentionne un rituel sur le lac, mais dans ces conditions. Gabriel hocha gravement la tête. Le rituel doit effectivement être accompli sur le lac, au point exact où le noyé est emprisonné. Mais avant cela, nous devons reconstituer la gargouille. C'est elle qui canalisera notre pouvoir. Élise examina les fragments, puis la gargouille principale. Il s'emboîte ici, sur le socle. Comme une couronne autour de la base. Avec des gestes précis, elle commença à placer chaque fragment dans son encoche correspondante. À mesure qu'elle progressait, une lueur dorée émanait des points de jonction, comme si la pierre elle-même se réjouissait d'être reconstituée. Lorsque le dernier fragment la flamme apportée par Gabriel fut mis en place, une onde d'énergie parcourut l'église entière, faisant vibrer les vitraux et vaciller les flammes des cierges. C'est fait, murmura Élise, contemplant la gargouille désormais complète. Gabriel posa une main ridée sur la sculpture. Pas encore. La gargouille est reconstituée, mais le sceau reste brisé. Nous devons accomplir le rituel sur le lac, comme l'ont fait vos ancêtres. Par cette tempête, s'exclama Louis. C'est du suicide. Si nous ne le faisons pas, répondit gravement Gabriel, ce qui s'échappera du lac détruira bien plus que notre village. Un silence pesant s'abattit sur le groupe, chacun mesurant l'ampleur de la tâche qui les attendait. Ce fut Thomas qui le rompit finalement. Alors allons-y. Nous sommes les descendants des 7. C'est notre responsabilité. Marcel posa une main fière sur l'épaule de son fils. Thomas a raison. Nous devons terminer ce que nos ancêtres ont commencé. Ils se préparaient à partir quand un bruit sourd retentit contre les portes de l'église. Puis un autre, et encore un autre. Les ombres attaquaient leur refuge. Elles sentent ce que nous préparons, dit Gabriel. Elles tentent de nous arrêter. Il y a une sortie par la sacristie, informa le prêtre du village, qui s'était approché silencieusement. Elle mène directement au lac. Gabriel hocha la tête. Parfait. Marcel, Thomas, Claire, Élise, Louis, Madame Lenoir et moi-même formerons le cercle. Les 7 descendants. Je ne suis pas sûr de pouvoir. Commença Madame Lenoir, désignant ses jambes frêles. Votre présence est essentielle, insista Gabriel. Mais vous n'aurez pas à vous tenir debout sur un bateau. J'ai une autre solution. Un nouveau coup, plus violent, ébranla les portes de l'église. Une fissure apparut dans le bois séculaire. Nous devons y aller maintenant, pressa Gabriel en prenant la gargouille reconstituée. Le noyé est presque libre. Guidés par le prêtre, ils se dirigèrent vers la sacristie, laissant derrière eux les villageois qui se préparaient à défendre l'église contre les ombres. Alors qu'ils atteignaient la porte dérobée, un craquement assourdissant retentit dans la nef, les portes principales venaient de céder. Allez-y, cria le prêtre en ouvrant la porte de la sacristie. Nous les retiendrons aussi longtemps que possible. Ils s'engouffrèrent dans l'étroit passage, Marcel portant Madame Lenoir dans ses bras. Derrière eux, les cris des villageois se mêlaient aux hurlements inhumains des ombres. La pluie les accueillit à nouveau, mais ils n'avaient plus le temps de s'en soucier. Le lac s'étendait devant eux, plus déchaîné que jamais. Et au centre, visible malgré la tempête, une silhouette se dressait sur les eaux, le noyé, presque entièrement libéré, ses yeux bleus brillant comme des phares dans l'obscurité. Il est presque trop tard, murmura Gabriel. Le rituel doit être accompli maintenant, ou jamais. Louis pointa vers les barques amarrées non loin. Comment allons-nous former un cercle sur le lac dans ces conditions? Gabriel sourit mystérieusement. Pas sur le lac. Dans le lac. Avant que quiconque puisse l'interroger davantage, il sortit de sa poche un petit flacon contenant un liquide verdâtre. Ceci nous permettra de respirer sous l'eau pendant quelques minutes. Juste assez pour accomplir le rituel là où le noyé est véritablement emprisonné au fond du lac. Ils se regardèrent, stupéfaits par cette révélation. Puis, un à un, ils hochèrent la tête. Ils étaient venus trop loin pour reculer maintenant. Pour Saint-Étienne-du-Lac, dit simplement Marcel. Pour tous ceux qui nous ont précédés, ajouta Claire. Et pour tous ceux qui viendront après nous, conclut Thomas. Gabriel leur tendit le flacon, et chacun but une gorgée du liquide au goût amer. Puis, tenant fermement la gargouille reconstituée, ils avancèrent ensemble vers les eaux tumultueuses du lac, prêts à affronter le noyé dans son propre domaine.
Les eaux glacées du lac engloutirent les 7 descendants, leur arrachant momentanément le souffle malgré la potion de Gabriel. La tempête qui faisait rage à la surface créait des courants violents qui menaçaient de les séparer. Thomas agrippa fermement la main de Claire, tandis qu'Élise soutenait Madame Lenoir, dont le corps frêle luttait contre la force de l'eau. Étrangement, la gargouille que Gabriel tenait semblait les guider, émettant une lueur dorée qui perçait l'obscurité des profondeurs. Ils descendaient, toujours plus bas, vers le fond du lac que personne n'avait jamais exploré. Regardez. La voix de Marcel résonna étrangement dans leur esprit, comme si la potion leur permettait non seulement de respirer sous l'eau, mais aussi de communiquer par la pensée. Devant eux se dressait une structure cyclopéenne que la vase et les algues n'avaient pas réussi à dissimuler entièrement, un cercle de mégalithes, semblable à un Stonehenge submergé, mais d'une antiquité qui donnait le vertige. Au centre du cercle, une dalle massive était maintenue en place par cette chaîne de pierre qui rayonnait vers les mégalithes. Le tombeau originel, expliqua Gabriel. Construit bien avant que les hommes ne sachent écrire leur histoire. Ils s'approchèrent avec révérence de cette construction impossible. Sur chaque mégalithe étaient gravés des symboles identiques à ceux des fragments de la gargouille, les 7 constellations gardiennes. Nous devons nous placer chacun devant un mégalithe, instruisit Gabriel. Celui qui correspond au fragment que vous représentez. Ils se dispersèrent autour du cercle, guidés par une intuition presque surnaturelle. Marcel se plaça devant le mégalithe du croissant, Thomas devant celui du dragon, Claire devant l'étoile, Élise devant la spirale, Louis devant le losange, Madame Lenoir devant le cube, et Gabriel lui-même prit position devant la flamme. La gargouille, placée au centre du cercle sur la dalle de pierre, brillait maintenant d'une lumière si intense qu'elle semblait transformer l'eau environnante en or liquide. Maintenant, dit Gabriel, nous devons réciter l'incantation. Les mots viendront d'eux-mêmes. Laissez parler la mémoire du sang. Comme en réponse à ces paroles, les chaînes de pierre commencèrent à vibrer. Une résonance profonde émana des mégalithes, se propageant à travers l'eau jusqu'à pénétrer les os des 7 descendants. Claire sentit une présence étrangère effleurer son esprit, l'écho d'une ancêtre lointaine, l'une des 7 originelles. Des mots en une langue oubliée montèrent à ses lèvres, se synchronisant parfaitement avec ceux prononcés par les autres. La lumière de la gargouille s'intensifia encore, formant un dôme de clarté autour du cercle mégalithique. Les chaînes de pierre s'illuminèrent à leur tour, pulsant au rythme de l'incantation. Soudain, un hurlement déchira le voile de lumière, un cri de rage et de douleur si puissant qu'il fit trembler les fondations même du lac. Le noyer, dans toute sa terrifiante splendeur, apparut au-dessus d'eux, ses longs membres s'agitant frénétiquement contre la barrière lumineuse qui l'empêchait d'atteindre le cercle. « Ne vous arrêtez pas !» ordonna Gabriel, sa voix mentale ferme malgré l'assaut. « Le rituel doit être complété. » Ils continuèrent l'incantation, mais le noyer redoublait d'efforts pour briser leur concentration. Des images terrifiantes assaillirent leurs esprits, visions de noyade, de ténèbres éternelles, de solitude abyssale. Thomas vacilla, submergé par la force de ces visions. La chaîne reliée à son mégalithe faiblit, créant une brèche dans la barrière protectrice. Le noyer s'engouffra immédiatement dans cette faille, ses doigts effilés se tendant vers la gargouille au centre. « Thomas !» cria mentalement Claire. « Résiste !» Mais le jeune homme semblait paralysé, son esprit prisonnier des cauchemars imposés par le noyer. Marcel tenta de quitter sa position pour aider son fils, mais Gabriel l'en empêcha. « Si vous brisez le cercle, tout est perdu. » Dans ce moment critique, une nouvelle présence se manifesta. Louis, dont le regard s'était soudain vidé de toute expression, s'avança d'un pas vers le centre du cercle. « Louis, non !» s'écria Marcel, comprenant instinctivement le danger. Mais ce n'était pas lui qui contrôlait ses mouvements. Le noyer avait pris possession de lui, utilisant son corps comme un vaisseau pour atteindre la gargouille. « Je suis emprisonné depuis la nuit des temps », parla Louis d'une voix qui n'était pas la sienne, une voix ancienne, gorgée d'eau et de haine. « J'étais là avant vos cathédrales, avant vos dieux. J'étais vénéré quand vos ancêtres n'étaient que des sauvages tremblants dans leurs cavernes. » Ses mains, les mains de Louis, se tendirent vers la gargouille. « Et maintenant, je serai libre. » Claire, dans un éclair de compréhension, réalisa soudain pourquoi son ancêtre avait quitté le village, pourquoi le grand-père de Marcel avait volé la gargouille. Ce n'était pas pour affaiblir la prison du noyer, mais pour la renforcer différemment, pour créer un nouveau type de sceau qui ne dépendrait plus du cercle mégalithique défaillant. « Ce n'est pas un rituel d'emprisonnement », s'écria-t-elle mentalement. « C'est un rituel de transfert. » Gabriel la regarda avec stupéfaction, puis compréhension. « Bien sûr.
Les gargouilles de Notre-Dame n'étaient pas seulement des gardiens, elles étaient une nouvelle prison, plus puissante, plus durable. Et la gargouille volée était la clé de ce transfert, compléta Élise. Sans elle, le processus ne pouvait pas être complété. Louis et le noyé avaient presque atteint la gargouille. Thomas, libéré de sa paralysie par la révélation de Claire, s'interposa. « Tu ne la toucheras pas. » Le noyé ricana à travers Louis. « Pauvre mortel. Tu ne peux pas m'arrêter. Ton ami m'appartient maintenant, comme tous ceux qui s'aventurent trop près de mes eaux. » Non, intervint Marcel. Louis est plus fort que ça. Louis, mon ami, mon frère, tu peux le combattre. Une lueur de reconnaissance traversa fugitivement le regard de Louis. Il lutta visiblement contre la possession, son corps se contorsionnant de façon grotesque alors que deux volontés s'affrontaient pour son contrôle. « Je ne peux pas. » Le retenir longtemps, articula-t-il avec difficulté, sa propre voix revenant brièvement. « Finissez, le rituel. » Gabriel saisit immédiatement l'opportunité. « Le transfert. Nous devons compléter ce que nos ancêtres ont commencé. La gargouille doit absorber complètement l'essence du noyé. » « Comment ? » demanda Élise, désespérée. « Les 7 fragments, répondit Gabriel. Ils doivent être activés simultanément. Touchez vos mégalithes et canalisez votre énergie vers la gargouille. » Ils obéirent, posant chacun une main sur leur mégalithe respectif. Une vibration intense parcourut le cercle, les chaînes de pierre s'illuminant d'une clarté aveuglante. Louis, dans un dernier effort de volonté, s'approcha de la gargouille. « Prends-moi à la place, » murmura-t-il au noyé qui le possédait. « Prends-moi et laisse les autres tranquilles. »« Louis, non !» cria Marcel. Mais c'était trop tard. Louis posa ses mains sur la gargouille, créant un lien direct entre la créature qui le possédait et l'artefact destiné à l'emprisonner. Une lumière d'une intensité insoutenable explosa au centre du cercle. Les 7 descendants furent projetés contre leurs mégalithes respectifs par la force de l'explosion mystique. Quand la lumière se dissipa, Louis flottait inerte au centre du cercle. De la gargouille émanait désormais une lueur bleue pulsante, comme un cœur qui battrait lentement. Thomas nagea frénétiquement vers son parrain, le saisissant avant qu'il ne dérive. « Louis. Louis, réponds-moi. » Mais Louis ne répondait plus. Son visage, étrangement paisible, semblait plus jeune, comme libéré d'un poids porté trop longtemps. Gabriel s'approcha, posant une main sur l'épaule de Thomas. Il s'est sacrifié pour compléter le transfert. Le noyé est maintenant emprisonné dans la gargouille, mais à quel prix? Marcel rejoignit son fils, prenant le corps de son plus vieil ami dans ses bras. Aucun mot ne pouvait exprimer sa douleur et sa gratitude. Le rituel est terminé, annonça doucement Gabriel. La prison est reconstruite, plus forte qu'avant. Que allons-nous faire de la gargouille maintenant? Demanda Élise. Elle contient une entité maléfique. Nous ne pouvons pas simplement la remettre à Notre-Dame. Gabriel hocha gravement la tête. Non, en effet. Elle doit être gardée en sécurité, surveillée. Mon ordre s'en chargera. Et Louis? Demanda Thomas, la voix brisée. Nous l'honorerons comme il se doit, répondit Marcel. Comme un héros. Ils remontèrent lentement vers la surface, portant avec eux le corps de Louis et la gargouille désormais prison du noyé. Au-dessus d'eux, la tempête s'était miraculeusement calmée. Les eaux du lac, si tumultueuses quelques instants plus tôt, étaient maintenant d'un calme presque surnaturel. Sur la rive, les villageois les attendaient, certains portant des lanternes qui perçaient l'obscurité de la nuit finissante. Quand ils émergèrent de l'eau, un silence respectueux accueillit la vue du corps de Louis. Le prêtre s'avança, faisant un signe de croix. « Est-ce terminé ?» demanda-t-il simplement. Gabriel acquiesça. Pour un autre siècle, au moins. Alors qu'il se dirigeait vers le village, l'aube commençait à poindre à l'horizon. Un nouveau jour se levait sur Saint-Étienne-du-Lac, un jour sans pleurs mystérieux ni ombre dansante. Mais aussi un jour sans Louis Mercier, dont le sacrifice ne serait jamais oublié par ceux qui avaient partagé cette nuit extraordinaire. Dans les bras d'Élise, la gargouille pulsait doucement, son éclat bleuté désormais contenu, maîtrisé. Le noyé était à nouveau emprisonné, mais son essence demeurait, attendant patiemment que le temps érode à nouveau ses chaînes. Car certaines entités sont trop anciennes, trop puissantes pour être véritablement détruites. Elles peuvent seulement être contenues, surveillées, par des gardiens dont le devoir se transmet de génération en génération.
Et dans les hauteurs de Notre-Dame, les autres gargouilles semblaient veiller avec une vigilance renouvelée sur la ville en contrebas, leurs yeux de pierre animés d'une lueur imperceptible mais bien réelle. Un an s'était écoulé depuis cette nuit fatidique où le noyer avait presque brisé ses chaînes millénaires. Saint-Étienne-du-Lac avait retrouvé sa tranquillité, ses eaux à nouveau paisibles reflétant le ciel comme un miroir parfait. Pourtant, pour ceux qui avaient vécu les événements, rien ne serait plus jamais comme avant. Marcel Dubois se tenait sur le ponton, observant le soleil couchant qui teintait le lac de nuances orangées et pourpres. Ses mains calleuses serraient une petite boîte en bois sculptée, un écrin qu'il avait fabriqué lui-même pour y conserver le journal de son grand-père et d'autres documents relatifs à l'histoire du noyer. « Je savais que je te trouverais ici », dit Thomas en rejoignant son père sur le ponton. Marcel sourit faiblement. C'était son endroit préféré. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant le lac où reposait désormais Louis. Après les événements, ils avaient organisé une cérémonie simple mais émouvante, confiant son corps aux eaux qu'il avait tant aimées. Une décision non conventionnelle, mais qui semblait juste. Louis était devenu partie intégrante du lac, son sacrifice ayant créé un lien indissoluble entre lui et ces eaux mystérieuses. « Tu as des nouvelles d'Élise » demanda finalement Thomas. Marcel hocha la tête. Elle a terminé la restauration des gargouilles de Notre-Dame. Apparemment, elle ne pleure plus. Et la gargouille qui contient le noyer? Gabriel Dufresne l'a emmenée dans un monastère isolé dans les Alpes. Son ordre la surveille jour et nuit. Il m'a écrit que parfois, la nuit, on peut entendre un léger murmure émaner de la pierre comme un pleur lointain, mais contenu, maîtrisé. Thomas frissonna malgré la douceur de la soirée. Crois-tu qu'il restera emprisonné cette fois? Marcel soupira, son regard se perdant sur l'horizon. Gabriel pense que le transfert est plus stable que l'ancienne prison. Le noyer est désormais lié à la gargouille elle-même, pas seulement contenu par elle. Mais certaines entités sont trop anciennes pour être définitivement vaincues. Un jour, dans un siècle ou un millénaire, quelqu'un devra à nouveau faire face au noyer. Thomas acquiesça gravement. Cette perspective, autrefois terrifiante, lui semblait maintenant faire partie d'un ordre naturel, un cycle éternel de confinement et de libération, de lutte et de sacrifice. Claire arrive demain, dit-il pour changer de sujet. Elle a terminé ses recherches à Paris. Un sourire plus chaleureux éclaira le visage de Marcel. Elle reste combien de temps? Elle s'installe, répondit Thomas, une note de bonheur dans la voix. Elle a accepté un poste au musée régional. Et, nous avons décidé de vivre ensemble. Marcel serra l'épaule de son fils. Je suis heureux pour vous deux. Vous avez traversé l'impensable ensemble. Ce genre d'expérience crée des liens que rien ne peut briser. Thomas hocha la tête, pensif. Elle dit que c'est son héritage étudier et préserver les légendes de la région, y compris celle du noyer. Garder vivante la mémoire de ce qui s'est passé, pour que les générations futures soient préparées si jamais. Il laissa sa phrase en suspens, mais son père comprit parfaitement. Une gardienne de la mémoire, murmura Marcel. Tout comme tu es devenu un gardien du lac. C'était vrai. Depuis les événements, Thomas avait développé une connexion particulière avec le lac. Il pouvait sentir ses humeurs, prévoir ses tempêtes, entendre ses murmures. Comme si une partie de l'essence de Louis et peut-être du noyer lui-même résidait en lui. As-tu toujours ces rêves? Demanda doucement Marcel. Thomas hésita avant de répondre. Oui. Je vois le fond du lac, le cercle de mégalithes. Et parfois, je vois Louis. Il me sourit, comme s'il veillait sur nous. Marcel ferma brièvement les yeux, ému. Je l'ai vu aussi. Pas en rêve, mais ici, sur le lac. Au crépuscule, quand la lumière joue sur l'eau. Une silhouette qui se tient brièvement à la surface, puis disparaît. Les autres pêcheurs l'ont aperçu également. Ils disent que c'est un bon présage, que tant que cette silhouette veille sur le lac, les poissons seront abondants et les eaux paisibles. Ils ne savent pas à quel point ils ont raison, murmura Thomas. Le soleil avait presque entièrement disparu derrière les collines, ses derniers rayons caressant la surface du lac. Dans cette lumière mourante, l'eau semblait prendre une teinte bleutée surnaturelle, rappelant les yeux glacés du noyer. Il est temps de rentrer, dit Marcel en se détournant du spectacle hypnotique. J'ai invité Madame Lenoir à dîner. Elle a retrouvé d'anciennes photos de ton grand-père avec les autres membres des Sept. Thomas acquiesça et suivit son père le long du ponton. Alors qu'il s'éloignait, il jeta un dernier regard au lac. Pendant un instant fugace,
il crut voir une silhouette se tenir au centre des eaux, lui faisant signe. Puis elle disparut, laissant place à la surface parfaitement calme du lac. À Paris, Élise Moreau contemplait son œuvre achevée. Les gargouilles de Notre-Dame, entièrement restaurées, retrouvaient leur place sur la cathédrale. Son travail ici était terminé, mais son voyage ne faisait que commencer. « Elles sont magnifiques », dit une voix derrière elle. Élise se retourna pour voir Claire, qui observait les sculptures avec un mélange d'admiration et de respect teinté de crainte. « Tu es venu dire au revoir avant de partir pour Saint-Étienne » demanda Élise en descendant de l'échafaudage. Claire hocha la tête. « Je voulais les voir une dernière fois, maintenant qu'elles sont restaurées. Et te remercier, bien sûr. » Élise sourit. « Me remercier ? C'est plutôt moi qui devrais te remercier. Sans toi, je n'aurais jamais découvert mon véritable héritage. » Après les événements du lac, Élise avait approfondi ses recherches sur sa propre famille. Elle avait découvert que ses ancêtres avaient effectivement été parmi les sculpteurs originaux des gargouilles de Notre-Dame, membres d'une guilde secrète qui connaissait la véritable fonction des gardiens de pierre. « Tu vas rejoindre l'ordre de Gabriel » demanda Claire. « Pas exactement. Nous avons décidé de former une nouvelle alliance, les descendants des sept et les derniers membres de son ordre. Une organisation dédiée à la surveillance des anciennes entités comme le noyer. » Claire hocha la tête, compréhensive. Une nouvelle génération de gardiens. Exactement. Gabriel est âgé, il a besoin de successeurs. Et après ce que nous avons vécu, comment pourrais-je simplement retourner à ma vie d'avant, en faisant semblant que le monde est tel que je le croyais ? Un silence confortable s'installa entre les deux femmes, chacune contemplant le chemin que la vie avait tracé pour elles depuis leur rencontre à Saint-Étienne-du-Lac. « Tu viendras nous voir » demanda finalement Claire. « Thomas et moi, nous aimerions que tu ne sois pas une étrangère. » Élise sourit chaleureusement. « Bien sûr. Et pas seulement pour des visites de courtoisie. Le lac reste un point focal d'énergie mystique. Il faudra le surveiller, même si le noyer est maintenant emprisonné ailleurs. » Claire acquiesça, puis consulta sa montre. « Je dois y aller si je veux attraper mon train. Thomas m'attend. » Elles s'embrassèrent, scellant une amitié forgée dans l'adversité. Alors que Claire s'éloignait, Élise leva une dernière fois les yeux vers les gargouilles. Dans la lumière du soir, elle aurait juré voir l'une d'elles lui faire un clin d'œil complice. Le monastère perché dans les Alpes semblait exister hors du temps. Ces murs de pierre ancienne avaient été témoins de siècles d'histoire, mais jamais ils n'avaient abrité un artefact aussi puissant et dangereux que la gargouille qui reposait désormais dans sa crypte la plus profonde. Gabriel Dufresne, assis sur un banc de pierre dans le jardin du cloître, observait les jeunes novices qui avaient rejoint l'ordre depuis les événements de Saint-Étienne-du-Lac. Parmi eux se trouvaient des descendants d'anciennes familles de gardiens, attirés par l'appel du devoir ancestral. Frère Gabriel, l'interpella un jeune moine. Le nouveau sceau est en place. La crypte est sécurisée. Gabriel hocha la tête avec satisfaction. Très bien, frère Antoine. Et les relevés d'énergie ? Stable. L'entité reste contenue. Parfois, la nuit, on entend des pleurs, compléta Gabriel. Oui, c'est normal. Le noyer pleure sa liberté perdue. Mais ces pleurs sont différents de ceux qui attiraient les pêcheurs vers les profondeurs. Ils n'ont plus de pouvoir d'attraction. Le jeune moine sembla soulagé. Alors nous avons réussi ? Gabriel sourit avec indulgence. Pour l'instant, oui. Mais notre vigilance ne doit jamais faiblir. C'est le prix de la sécurité du monde. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Gabriel sentit une présence familière non pas menaçante, mais rassurante. Dans les ombres grandissantes du cloître, il aperçut fugitivement une silhouette qu'il reconnut comme celle de Louis Mercier. « Tu veilles aussi, mon ami » murmura-t-il. « Même au-delà de la mort. » La silhouette inclina légèrement la tête, puis se dissipa dans l'air du soir. Gabriel sourit, réconforté par cette manifestation. Louis avait transcendé sa condition mortelle, devenant une sorte de gardien spirituel ni tout à fait vivant, ni véritablement mort. Dans la crypte en contrebas, la gargouille pulsait doucement, son éclat bleuté visible uniquement pour ceux qui savaient regarder au-delà du voile de la réalité ordinaire. Le noyer était contenu, mais son essence demeurait, éternelle comme les eaux profondes qui avaient été son domaine. À Saint-Étienne-du-Lac, la vie avait repris son cours. Les villageois vaquaient à leurs occupations quotidiennes,
la plupart ayant relégué les événements surnaturels au rang de mauvais rêves collectifs ou de phénomènes naturels mal interprétés. Seuls ceux qui avaient été au cœur de l'affrontement gardaient pleinement conscience de la vérité. Ce soir-là, le village célébrait la fête annuelle du lac, une tradition ancienne qui avait pris une signification nouvelle pour les initiés. Sur la place principale, des tables avaient été dressées, chargées de nourriture et de boissons. Des lanternes colorées illuminaient l'espace, créant une atmosphère chaleureuse et festive. Thomas et Claire, main dans la main, rejoignirent Marcel qui discutait avec Madame Lenoir et d'autres anciens du village. « Ah, vous voilà !» s'exclama Marcel en les voyant approcher. Juste à temps pour le toast traditionnel. Le maire du village, qui ignorait tout de la véritable nature des événements de l'année précédente, se leva et réclama l'attention de l'assemblée. « Chers amis, comme chaque année, nous nous réunissons pour célébrer notre lac, source de vie et de prospérité pour notre village. Cette année a été particulièrement généreuse, la pêche abondante, les récoltes excellentes. Levons nos verres à Saint-Étienne-du-Lac. » Tous levèrent leurs verres, mais Thomas, Claire, Marcel et Madame Lenoir échangèrent un regard entendu. Leur toast silencieux était adressé non pas au lac lui-même, mais à celui qui veillait désormais sur ses eaux, Louis, dont le sacrifice avait permis cette paix retrouvée. Après le repas, alors que la musique et les danses battaient leur plein, Thomas entraîna Claire à l'écart, vers le rivage du lac. La lune pleine se reflétait parfaitement sur la surface immobile de l'eau, créant un chemin argenté qui semblait inviter à la traverser. « J'ai quelque chose pour toi », dit Thomas en sortant un petit écrin de sa poche. Claire le regarda avec surprise, puis émotion lorsqu'il l'ouvrit, révélant une bague ancienne sertie d'une pierre bleue qui captait étrangement la lumière de la lune. « Elle appartenait à ma grand-mère », expliqua Thomas. « Et avant elle, à la femme de mon arrière-grand-père, Étienne. »« Elle est magnifique », murmura Claire, touchée par ce lien avec le passé. « Claire Valois, » dit solennellement Thomas, « notre rencontre n'était pas un hasard. Nos familles sont liées depuis des générations par un destin commun. Veux-tu poursuivre ce chemin à mes côtés, comme ma femme ?» Les yeux brillants de larmes de joie, Claire hocha la tête. « Oui, Thomas. Oui. » Il glissa la bague à son doigt, scellant leur engagement. Au moment précis où l'anneau trouva sa place, un phénomène étrange se produisit sur le lac, une ondulation parfaitement circulaire, comme si une goutte invisible était tombée en son centre exact. Puis, pendant un instant fugace mais parfaitement clair, ils virent Louis se tenir debout sur l'eau, leur souriant avec bienveillance. Il leva la main dans un geste de bénédiction, puis disparut, laissant le lac à nouveau parfaitement calme. « Il approuve », murmura Thomas, ému. Claire serra sa main dans la sienne. « Il veillera toujours sur nous. Sur le village. Sur le lac. » Ils restèrent là, contemplant les eaux paisibles où se reflétaient les étoiles, les mêmes constellations qui avaient guidé les gardiens depuis la nuit des temps. Le cycle continuerait, les gardiens se succéderaient, et le noyé attendrait patiemment dans sa prison de pierre. Car certaines histoires n'ont pas véritablement de fin, elles font simplement une pause, respirent doucement, avant de reprendre sous une forme nouvelle, pour une nouvelle génération de témoins et de gardiens. Et dans les profondeurs du lac, les anciens mégalithes demeuraient, témoins silencieux d'une lutte éternelle entre les forces primordiales, l'eau qui cherche à tout submerger et la pierre qui résiste, inébranlable, à l'assaut des vagues et du temps. Le lac ne pleurait plus. Pour l'instant, il chantait doucement, une mélodie apaisante qui berçait le village endormi. Une mélodie qui parlait de paix retrouvée, de sacrifice honoré, et de vigilance éternelle. Car telle était désormais la nature de Saint-Étienne-du-Lac, un lieu où le voile entre les mondes s'était aminci, où l'ordinaire et l'extraordinaire dansaient ensemble dans un équilibre fragile mais précieux. Un équilibre que Thomas, Claire et leurs descendants veilleraient à maintenir, génération après génération, aussi longtemps que le lac murmurerait ses secrets à ceux qui savaient écouter. Fin.